Donc, on va commencer. Rebonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue en tout cas dans ce premier WEAS, le webinaire étudiant d'Alumnis. Je suis Sarah Fitete-Mpilo, chargée d'événements, des projets et événements dans le pôle développement étudiant du réseau des professionnels congolais qu'on appelle Alumnis. Alors, Alumnis, comme je viens de le dire, c'est le réseau de professionnels congolais qui a deux grands volets. Donc, le volet professionnel, où il y a des personnes qui ont fini leurs études en France, en tout cas qui sont regroupées en réseau, et le volet étudiant, où on accompagne en tout cas les étudiants dans la pré-professionnalisation. Donc, l'idée là, c'est de mettre en place des projets d'accompagnement, des webinaires pour vous outiller, en tout cas pour outiller les étudiants à se préparer à la recherche d'emploi, à la recherche de stage, la recherche de formation aussi, et de mettre en place un accompagnement, un parrainage pour pouvoir permettre aux étudiants, en tout cas, d'accéder à l'emploi dès la fin de leurs études, dès l'obtention, en tout cas, de leur diplôme. Ça, c'est l'idéal. Le WEAS, en tout cas, c'est un nouveau concept qu'on a mis en place qui rentre justement dans ce volet d'accompagnement étudiant. L'idée, c'est d'organiser le plus de WEAS possible, idéalement les week-ends, pour pouvoir répondre aux besoins des étudiants, leurs questionnements concernant les réalités de la vie professionnelle. Donc, on va faire au maximum, on va faire en tout cas au mieux pour avoir une diversité des professionnels qui pourront partager en tout cas leurs expériences et qui pourront vous outiller. Et on n'oublie pas non plus que là, on est partenaire en tout cas du collectif des étudiants congolais de France qui organise là très bientôt l'activité, un événement qu'on appelle Agora, l'Agora étudiante, qui aura lieu le 28 mai prochain. C'est en présentiel, par contre. Et ça sera intéressant après autant de temps d'absence, après la crise sanitaire. On se revoit enfin. Donc, on aura ce temps-là d'échange ensemble, de partage d'expérience, encore une fois. Et on en parlera un peu plus à la fin de cet événement. Donc là, je vais vous présenter un tout petit peu les intervenants et le déroulé de notre webinaire. Donc, on aura trois intervenantes. Donc, la première qui va intervenir, ce sera Madame Priscilla Nzouzi. Elle aura le temps de se présenter, en tout cas. Elle est chargée de recrutement. Ensuite, nous aurons Madame Lombaki, qui est chargée RH. Et enfin, nous aurons Madame Win Kavala, qui est Master Data Manager. Donc, vous en saurez un peu plus sur les postes qu'elles occupent. Et notre webinaire va être réparti en tout cas en quatre grandes parties, quatre grands volets. Donc, dans un premier temps, on va parler du premier sujet qui sera le projet professionnel. Ensuite, on parlera du CV. Après le CV, enfin, avant le CV, il y aura un petit sondage en tout cas où vous aurez à répondre à certaines questions. Et ensuite, après la présentation de la partie CV, il y aura la partie questions-réponses. Vous pouvez en tout cas poser vos questions dans le chat. Et nous avons notre cher Mac Randy qui est à la régie qui va nous faire l'honneur en tout cas de nous lire vos questions. Et nos intervenantes en tout cas auront la possibilité de vous répondre du mieux qu'elles peuvent. Le troisième sujet, ce sera la lettre de motivation. Pareil, il y aura un petit sondage au début et après, il y aura la présentation. Après la présentation, vous aurez la partie questions et réponses. Et enfin, on va pouvoir donner les clés, donc ce qu'on aura retenu en tout cas de ce webinaire, en espérant justement que vous pourrez être assez outillés et que vous serez enfin prêts, même si on ne l'est pas toujours, pour pouvoir chercher l'emploi et votre stage. Donc là, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais donner la parole à Madame Priscilla Ndouzi, mais avant de commencer, je vous encourage en tout cas à prendre des notes, à écrire vos questions dans le chat et moi, je vais couper mon micro et on se retrouve tout à l'heure. Bon webinaire. Merci Sarah. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon. Super. Alors moi, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Priscilla Ndouzi.
chargée de ressources humaines et recrutement, actuellement installée à Londres en tant que consultante en recrutement. Donc, du coup, j'interviens uniquement sur ce volet-là ici. Et en région parisienne, j'ai un petit peu plus de tâches sur divers thématiques RH. Donc, pour commencer, on va commencer sur la partie projet professionnel que je vais expliquer très rapidement, à savoir comment choisir son orientation, que vous soyez étudiant, recherche d'emploi ou salarié. Donc, ça va être des questions concernant les filières, le type de formation ou encore le choix de l'école. Alors, le projet professionnel, de manière générale, que vous soyez, enfin, peu importe vos situations, le but, c'est quand même que vous puissiez vous orienter et choisir un métier qui vous plaît et aussi, surtout, qui recrute. Le but étant que vous ne puissiez pas rester au chômage trop longtemps. Donc, du coup, je vais quand même vous présenter un petit peu les différences entre les diplômes, les parcours de formation. Sur le plan des diplômes, donc vous avez les diplômes universitaires ou les diplômes professionnels. Sarah, je veux bien que tu me mettes la diapo suivante. Et du coup, sur la partie formation, vous avez deux types de parcours. Alors, sur les diplômes universitaires ou professionnels, juste pour apporter une petite info, les diplômes universitaires vont être plutôt des diplômes d'État qui sont délivrés par le ministère de l'Enseignement supérieur, tandis que les diplômes professionnels seront plutôt des diplômes ou des titres certifiés RNCP, c'est-à-dire un répertoire national de la certification, des certifications professionnelles, qui, eux, seront beaucoup plus délivrés par le ministère du Travail. Donc, la différence va être à ce niveau-là. Ça veut dire qu'un diplôme, par exemple, qui est délivré par le ministère du Travail, on estime qu'il répond à certaines compétences utiles en milieu professionnel, alors qu'un diplôme d'État ou un diplôme universitaire sera plutôt axé sur la partie connaissances théoriques. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres formes de certification, par exemple les VAE, les validations d'acquis, pour les personnes, par exemple, qui sont déjà dans le monde du travail. Et concernant les formations, vous pourrez avoir deux types de parcours, à savoir le parcours initial, qui en fait ça va être un enseignement théorique avec une période de stage qui se déroulera entre 2 et 6 mois, ou sinon un parcours en alternance. Et ces deux parcours ont bien entendu des coûts très différents. Un parcours en initial, généralement, si vous êtes à l'université, vous ne payez rien. Par contre, un parcours en alternance, généralement, les entreprises prennent en charge vos frais de scolarité, vos frais annuels. Donc voilà, petit point sur la partie alternance pour les personnes qui ne savent pas, juste pour expliquer rapidement. Alors, le parcours de l'alternance, du coup, ça va être en fait une formation hybride où vous avez l'enseignement théorique et l'enseignement pratique, donc vous êtes en entreprise. Ce qui est bien avec l'alternance, c'est que vous avez un nombre incalculable de cursus disponibles. Donc, ça peut être de la communication, du marketing, des ressources humaines, du management, ça peut être les parcours, tout ce qui est lié à l'informatique, aux ingénieries, aux nouvelles technologies. Enfin, il y a beaucoup de parcours disponibles et les formations vont de bac à bac plus 5. Et après, l'autre spécificité de l'alternance, c'est que vous avez trois types de contrats. Le contrat en apprentissage, dans lequel vous serez sous statut étudiant, qui concerne les jeunes de 16 à 29 ans. À 29 ans, c'est super important au niveau de l'âge. Et vous avez quand même une période en entreprise qui va être en moyenne
de, on va dire, 400 heures par an en moyenne. Bien entendu, ça peut aller au-delà. Vous serez pour la plupart soit rattaché à des centres de formation ou peut-être à certaines écoles. Vous avez ensuite le contrat de professionnalisation qui, lui, est différent puisque là, vous serez sous un statut salarié puisque vous signez un contrat de travail. Donc, vous êtes sous statut salarié. Et par contre, là, ça va concerner les jeunes de 16 à 26 ans. Et au-delà, ça concernera beaucoup plus les demandeurs d'emploi, les personnes bénéficiaires du RSA ou d'autres types de prestations sociales. Et vous serez en fait, vous êtes considéré comme un salarié normal, donc vous avez droit à tous les avantages dont disposent les autres salariés de l'entreprise, donc les congés, les mutuelles, et tout ça. Et vous avez en dernier le stage alterné qui, du coup, va être un peu différent des deux précédents. Le stage alterné, vous êtes sous statut étudiant également. Par contre, vous signez une convention de stage. Donc, qui dit convention de stage dit que vous n'avez pas les mêmes droits que, par exemple, vos camarades qui sont en contrat pro ou en contrat d'apprentissage. Et généralement, le stage alterné, les entreprises, elles ne prennent pas en charge, ne prennent pas la totalité de vos frais de scolarité en charge. Si par exemple votre formation coûte 7 000 euros, l'entreprise ne prendra en charge que 4 000, les 3 000 restants sont à votre charge. Et bien entendu, sur la partie rémunération, vous serez beaucoup moins rémunéré que les contrats d'apprentissage de professionnalisation. Vous serez sur les rémunérations classiques de stagiaires, pas au-delà de 650 euros, je pense. Donc voilà, juste quelques petites infos sur l'alternance. Bien entendu, après, s'il y a d'autres questions un peu plus poussées, on essaiera d'y répondre par la suite. Donc voilà, je pense que du coup, je vais laisser la main à Laure. Je ne sais pas si elle est là. À moins qu'il y ait autre chose. Bonjour à tous. Merci. Bonjour Laure. Alors, pour ma petite présentation, donc, je m'appelle Laure Baki, je suis actuellement chargée RH. Sur mon poste, je m'occupe de différents volets de la fonction RH, du recrutement, la formation, l'administration du personnel et je suis la référente des apprentis au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui. Donc moi, je vais intervenir sur la partie CV. Donc je vous encourage, comme l'a dit Sarah, de prendre votre petit calepin, votre stylo et de noter toutes ces informations importantes qui vous servira très, très certainement. Juste avant, je vais lancer des questions sur la partie peut-être projet professionnel avant que je passe sur la partie CV. Si vous avez des questions. Non, on va passer, comme ça on va répondre à la fin de ça marche. Ok. Donc on va lancer le petit quiz CV. Donc je vous encourage à répondre N'hésitez pas à répondre au sondage, comme ça va me permettre de savoir un peu
comment vous situez et comment vous vous situez aussi dans ce webinaire. Alors là, on est déjà... c'est plus ou moins à égalité, hein. Alors, je ne sais pas si on a tous les participants. On a 65% des participants du coup qui ont répondu. Donc, on va peut-être y aller. Hop. Qu'est-ce que ça donne? On va peut-être avancer, Sarah, du coup, je pense qu'on Oui. a les résultats. Donc, 52 personnes, 52% pardon, pensent que oui, il faudrait un CV une photo sur le CV, et 48% pensent que non. Donc, on peut partager les résultats. Vous arrivez à voir les résultats de votre côté? Oui, moi je vois les résultats. Parfait. Il y a quelqu'un qui a dit Josiane, non. Bon, on te fait confiance là. Donc, on a 52% de personnes qui pensent que oui, il faudrait mettre une photo sur son CV, et 48% qui pensent oui pour Glody, exaucer, ok, parfait. Et 48% qui pensent que non. D'accord, donc on va développer là-dessus au cours de l'échange. On peut repartir sur... Sarah, je te laisse repartir sur le PPT, s'il te plaît. Merci. Très bien. Alors, pour la partie CV, aujourd'hui, faudrait garder en tête, même si vous avez une très belle expérience, une très belle personnalité, votre CV, ça va être la première impression, en tout cas, que le recruteur va avoir. Donc, ça, c'est vraiment important de travailler là-dessus. Et aujourd'hui, on va également voir la partie LinkedIn, la partie CV digital, parce que c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de recruteurs qui recrutent sur ce canal-là. Donc, c'est tout aussi important de prendre en compte son profil LinkedIn, tout comme son CV traditionnel, si je peux le dire comme ça. Alors, sur la partie fond, donc sur les informations personnelles, il faut vraiment aller dans l'essentiel. Donc, il faut retenir en fait que le recruteur n'a que quelques petites minutes pour lire votre CV, et donc il faut vraiment mettre les informations essentielles et les mettre de sorte à ce qu'on puisse vraiment voir les informations dont on a besoin. Donc, le nom, le prénom, votre nom, votre prénom, vos contacts, donc votre téléphone, votre mail, la ville dans laquelle vous êtes, votre profil LinkedIn. Du coup, je vous encourage à en créer un. Priscilla reviendra sur le sujet un peu plus tard. Votre permis, pourquoi j'ai dit facultatif? Parce que tout simplement, si le poste pour lequel vous postulez demande un permis, ou voilà, vous vous rendez compte que vous êtes assez loin du lieu de travail, donc ce serait important de mettre que vous avez un permis, ou si vous êtes véhiculé, pour que le recruteur se dise, tiens, je peux prendre Nathalie, même si elle est loin, parce qu'elle est véhiculée, elle peut se rendre au travail. Votre portfolio, votre site internet facultatif également, tout simplement parce que ça va dépendre de votre domaine d'expertise. Par exemple, ce point serait intéressant
pour des personnes qui recherchent un poste en marketing, en communication, en UI, UX designer, voilà, tous ces métiers-là, pardon. Sur la partie expérience professionnelle et études, il faut vraiment veiller de sorte à mettre les plus récentes donc, au début et les plus anciennes tout à la fin. Parce que parfois, on a des CV qui inversent, tout simplement parce que ce qui intéresse, certes, ça va être toutes vos expériences, mais c'est aussi et surtout votre dernier poste. Donc, ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes encore en poste, si vous n'êtes pas en poste, parce que du coup, derrière, il y a voilà, voir s'il y a un préavis à faire, s'il y a pas un préavis à faire, si la personne est disponible de suite. Donc, c'est vraiment des informations importantes et capitales à mettre sur son CV. Mettre également donc, le mois et l'année, parce que parfois, on va avoir des personnes qui vont mettre, par exemple, 2021 ou de 2020 à 2021. En fait, c'est pas très précis parce qu'une personne qui a fait 2 mois sur un poste, c'est-à-dire de décembre 2021 à janvier 2022 et qui met 2021-2022, en fait, au final, on se dira au téléphone qu'on va faire la première prise de contact, qu'en fait, la personne, elle a 2 mois d'expérience, alors que sur 2021-2022, on peut avoir une personne qui a fait de janvier à janvier. Donc, 1 an d'expérience sur un poste contre 2 mois d'expérience sur un poste, c'est pas du tout la même chose. Donc, il faut vraiment viser à préciser cela. L'intitulé du poste que vous avez occupé et les missions. Parce qu'il y a aussi des gens qui vont mettre, par exemple, chargé marketing sans vraiment mettre les missions que vous avez fait, que vous avez effectuées sur le poste. Donc, c'est important pour le recruteur de savoir par exemple, pour un poste RH, sur la volée RH, sur les différents volets RH, pardon, le volet RH, voir qu'est-ce que vous avez fait exactement, si vous avez fait que du recrutement, que de la formation, si vous avez un poste plutôt, vous avez un profil plutôt généraliste, voilà. Et le type de contrat, donc diplôme aussi sur vos différentes expériences, parce que vous avez été par exemple graphiste, est-ce que c'était une alternance, est-ce que c'était un CDD, un CDI, donc c'est important pour le recruteur d'avoir ces informations-là. Au niveau des compétences, donc on va, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre les 3 S, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Donc le savoir, ça va être toutes vos connaissances académiques que vous avez pu acquérir au cours de votre cursus scolaire. Le savoir-faire, ça va être toutes les compétences qui ont un lien direct avec votre métier. Et le savoir-être, ça va être votre personnalité, vos qualités humaines, pardon. Et voilà. Et c'est également important de mentionner du coup vos centres d'intérêt ou vos activités extra-professionnelles ou vos activités associatives, tout simplement parce que ça permet aux recruteurs de se faire une idée de qui vous êtes, de ce que vous aimez en dehors du cadre professionnel. Parce qu'au final, certes, on va recruter des talents, mais on va surtout recruter des personnalités qui vont intégrer des équipes. Et c'est assez important de voir si voilà, une personnalité peut matcher ou pas avec l'équipe, avec le fonctionnement. Bien évidemment, tout ça doit être revu au cours d'un premier contact téléphonique. Mais voilà, le CV, ça parle déjà plus ou moins. Donc, pour faire suite à ce que Priscilla nous a très bien présenté précédemment, donc pour l'alternance, pour les personnes qui recherchent de l'alternance, il y a des informations très importantes parfois auxquelles on va pas penser, mais qui vont être importantes pour le recruteur et qui vont aider le recruteur, si je peux le dire comme ça, à avoir toutes les informations, à gagner du temps, et vous aussi, ça vous fait gagner du temps sans le savoir. Ça va être l'âge, parce que du coup, comme on a pu le voir, l'alternance est ouverte aux personnes entre 16 et 29 ans. Donc, quand c'est une personne qui a 29 ans, à un jour avant le contrat, c'est bon, mais quand la personne... Merci. Quand la personne a 29 ans et son anniversaire, ça va être le mois prochain, du coup, il aura 30 ans, donc il pourra plus il pourra plus être recruté en alternance. Donc, ce serait bien pour le recruteur d'avoir cette information-là. D'où, au-delà de mettre, par exemple, que vous avez 21 ans, mettez vraiment votre date de naissance si vous recherchez une alternance. C'est une information qui est capitale
pour ce type de contrat. Votre poste, le poste que vous souhaitez occuper, ou en tout cas le domaine précis, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui vont écrire à la recherche d'une alternance. Mais voilà, une alternance, il y a beaucoup de postes et c'est important de mettre vraiment un poste. Après, si vous n'avez pas de poste en tête et que voilà, vous finissez vos études, vous faites une première année ou une deuxième année, par exemple, de BTS ou de DUT ou de licence et que vous ne savez pas exactement, vous n'avez pas forcément un poste précis en tête à vouloir occuper, au moins mettez le domaine, c'est-à-dire je recherche une alternance en marketing ou en communication ou pour tel poste ou tel poste. Vraiment, ça permet de faire le tri, si je peux le dire comme ça. Et préciser également le type de contrat, si c'est un contrat en apprentissage ou en professionnalisation, parce qu'il y a des écoles qui vont faire uniquement que des contrats en apprentissage et d'autres uniquement que des contrats en professionnalisation. Ça va être important de préciser le rythme de votre école. Donc, il y a des écoles qui vont faire du 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école, du 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, 15 jours en entreprise, 3 jours à l'école. Voilà, donc ça alterne beaucoup d'une école à une autre. Donc, c'est important, vous, de mettre le rythme de votre école, parce que le recruteur derrière, ou en tout cas l'opérationnel qui veut accueillir une personne dans son équipe, voudrait ou préférerait, par exemple, des personnes qui sont là plutôt 4 jours, 1 jour ou par semaine. Voilà, donc ça permet aussi de gagner du temps et de mettre un peu toutes les chances de votre côté. La durée pour laquelle vous souhaitez faire votre alternance, est-ce que c'est 1 an, 2 ans, et votre disponibilité. Bien évidemment, même si la rentrée elle est en septembre, il faut savoir que le contrat en alternance, en apprentissage ou en professionnalisation, peut débuter 2 à 3 mois avant votre rentrée. Donc, ce serait aussi important, vous, de mettre votre disponibilité si jamais, par exemple, la rentrée elle est en septembre et vous êtes disponible à partir de l'été. En plus, c'est des choses parfois du coup qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas savoir si on ne le dit pas. Moi, la première, j'ai vraiment pris connaissance du code diplôme, du code RNCP en étant là-dedans. Mais c'est des choses qui permettent en fait aux recruteurs en gros, le code diplôme correspond au diplôme que vous préparez, ainsi que le code RNCP. Et en fonction de chaque entreprise et de son secteur d'activité, il y a une prise en charge prédéfinie pour chaque diplôme préparé. D'accord ? Et donc, par exemple, dans le secteur d'activité du tourisme ou de l'immobilier, par exemple, pour un profil ou un code diplôme qui renvoie à un diplôme préparé en marketing, on va avoir, par exemple, 9 000 € de prise en charge des frais de scolarité. Donc, si par exemple, dans votre école, le coût de scolarité est de 12 000 €, ça veut dire que l'OPCO prendrait en charge 9 000 € et l'entreprise aura un reste à charge à 3 000 €. Et donc, il y a des entreprises qui vont se fixer une limite, dire, moi, je ne vais pas, par exemple, avoir payé une prise en charge au-delà de 5 000 € ou de 3 000 €. Donc, ça dépend, ça permet aussi à l'entreprise de se positionner par rapport à cela. Donc là, je ne l'ai pas mis, mais si vous pouvez également mettre sur votre CV, peut-être pas, mais en tout cas, quand vous avez le recruteur au téléphone, lui dire les frais de scolarité dans mon école, c'est d'autant. Ça permet tout simplement de voir un peu l'aspect, une vision 360 degrés de votre profil. Et au niveau du stage, bien préciser le poste que vous souhaitez, comme en alternance, le domaine précis, les périodes concernées. Par exemple, oui, certes, c'est un stage de 6 mois, mais est-ce que vous cherchez de juillet à décembre? Est-ce que vous cherchez plutôt de janvier à... Voilà, il faut vraiment faut être le plus précis possible et donner toutes les informations essentielles aux collaborateurs, aux recruteurs, sans non plus mettre tout, vous ne pouvez pas mettre toute votre vie sur votre CV, mais voilà, vraiment mettre les informations élémentaires, importantes, et votre disponibilité. Sur la partie forme, Priscilla va prendre le relais, et voilà.
On va attendre Priscilla, si tu peux me rejoindre. Voilà. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez? Très bien. Parfait. Alors, sur la partie forme, je vais du coup compléter ce que Laure a dit. Alors, sur la forme, au niveau de la longueur, votre CV, on est d'accord que si vous avez un profil junior, c'est une page recto, pas plus. Si vous avez 4, 5, 6 ans d'expérience et que vous avez peut-être fait plusieurs entreprises, il va vraiment falloir raccourcir. Par contre, si vous avez 10, 12, 15 ans d'expérience, bon, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement avoir un recto verso, il n'y a pas de souci. Mais si vraiment vous êtes junior, on va se contenter que de la partie verso. Et notamment, parce qu'en fait, euh, il faut que le recruteur puisse lire votre CV de haut en bas, on va dire en 10 secondes. Il faut qu'en 10 secondes, il puisse cerner un peu et savoir s'il garde votre CV ou pas. Donc, ça va vraiment très vite. En termes d'écriture, ben, on va rester quand même sur une police type Calibri, euh, parce que ça reste quand même, pour être, on va dire, un style un peu plus classique. N'hésitez pas à mettre des codes couleurs en fonction du secteur d'activité que vous visez. C'est super important parfois. Si généralement, par exemple, le secteur bancaire, finance, seront plutôt sur des codes couleurs rouges. Vous avez toute la partie qui peut être liée à la gestion de projet, chef de projet, la partie environnement, la partie écolo, tout ça va être peut-être lié au vert. Et après, vous pouvez avoir un peu plus de couleurs en fonction, si par exemple vous êtes dans le domaine artistique ou dans la com, dans le marketing, à ce moment-là, vous pouvez bien évidemment vous permettre un peu plus d'originalité. Et du coup, sur le format, privilégiez le PDF. C'est quand même beaucoup mieux parce qu'en fait, le format Word, quand en tant que recruteur, on reçoit une candidature et qu'en fait, il est sous format Word, enfin, en fonction il se peut que j'ai pas le bon logiciel. Donc, quand je vais ouvrir le CV, voilà, j'ai des mots qui vont s'éparpiller un petit peu sur mon écran. Donc, on privilégie quand même le PDF pour ceux qui le souhaitent néanmoins. Si par exemple vous faites votre CV sous format Word, vous avez des sites comme I Love PDF où vous pouvez du coup transformer votre fichier Word en PDF. Donc n'hésitez pas. Donc de manière générale, votre CV, il faut qu'il soit clair, précis. Il faut que le recruteur puisse le lire en quelques secondes. Et n'hésitez pas du coup à utiliser des mots-clés euh, uniquement uniquement les mots que vous maîtrisez. Donc, quand vous décrivez vos missions, allez vraiment à l'essentiel. Inutile de nous faire des longues phrases, sujet, verbe, complément, on n'a pas le temps. Donc, allez vraiment à l'essentiel. Et après, en fonction de l'environnement géographique de là où vous êtes, vous pouvez avoir des CV qui peuvent se présenter différemment. Je sais que moi, actuellement, sur les CV en Angleterre, ben, on va peut-être mettre un petit peu plus en avant les expériences plutôt que la formation. Et par exemple, en France, dans certains domaines, on mettra plus l'accent sur les diplômes que sur les expériences. Donc, il y a aussi l'environnement dans lequel vous êtes à prendre en compte. Donc voilà, sur la forme, de manière générale, c'est plutôt ça qui est attendu. Après, peut-être, je pense qu'il y aura peut-être des questions un peu plus tard et j'essaierai d'y répondre. Et du coup, je veux bien, Sarah, si tu peux lancer le petit sondage LinkedIn avant qu'on aborde la partie. C'est lancé, hein. Donc là, on vous encourage également à répondre à ce petit sondage. Et une fois on atteint les 60%, on fera arrêter.
Pour le moment, la tendance est quand même à 100%, hein, 100%, bien sûr. Est-ce que ça va changer la donne là? Bientôt? Pas du tout. Bon. J'ai l'impression que... Tout le monde est au courant. Oui, c'est super. Oui, c'est très bien. Bah, Donc là, on est déjà à 67% des personnes qui ont répondu. Donc, je vais te laisser poursuivre. Ok, super, merci. Alors, sur la partie LinkedIn, comme l'a dit tout à l'heure Laure, vous avez le CV standard, mais vous avez aussi le CV digital. Et le CV digital, c'est LinkedIn. Mais vraiment, c'est vraiment votre vitrine digitale. Beaucoup de recruteurs ces derniers temps recrutent sur LinkedIn. Pour ma part, je sais que la majorité des offres, des offres d'emploi auxquelles j'ai répondu étaient sur LinkedIn directement. Quelques-uns étaient sur Indeed, mais principalement vraiment sur LinkedIn. Donc, c'était vraiment important pour nous qu'on puisse faire, qu'on puisse, euh, qu'on puisse en parler un petit peu, parce que ça reste quand même super important. Alors, LinkedIn, très rapidement, ce que c'est, ben, ça va être, vous allez vous créer, vous allez vous créer une page professionnelle du coup sur le réseau. Ça va vous permettre du coup de booster en fait votre entourage professionnel, d'avoir du networking. Parce que savoir ce que la majorité, la plupart des décideurs ont généralement une page LinkedIn, donc que ce soit des grandes entreprises, des DRH, des organismes, des institutions. Donc, tout ce qui est en rapport avec le monde professionnel de manière générale euh, se retrouve sur LinkedIn. Et c'est du coup l'occasion pour vous aussi de vous rapprocher de certaines personnes ou de candidater directement des candidatures spontanées qui seront peut-être reçues un peu plus rapidement que si vous envoyez directement un mail à l'accueil ou au département RH ou n'importe quel département d'une entreprise. Ça reste le prolongement de votre CV parce que c'est vrai que comme sur le CV, vous n'avez droit qu'à une page recto. Sur le profil LinkedIn, vous pourrez détailler un petit peu plus vos missions. Vous pourrez les classer par thématique, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez détailler vos formations également, expliquer un petit peu le contenu, en quoi ça consiste. Vous pouvez mettre des liens, des documents, que ce soit en PDF, des sites internet, plein de choses. Ça va être quand même une personnalisation de votre profil. Du coup, bah, vous pouvez détailler un petit peu plus, comme j'ai dit par rapport au CV. Si vous avez une vie associative, si vous avez des projets que vous menez à côté, c'est vraiment l'occasion du coup c'est vraiment l'occasion d'en parler. Et bien entendu, vous avez la diversité des contenus. Vous pouvez avoir un profil standard comme la majorité des personnes ou, en fonction de votre situation, souscrire à des abonnements. Si sur le moment, à l'instant T, vous êtes plutôt orienté business ou faire des relations, vous allez prendre un abonnement business. Si vous êtes peut-être plus en recherche d'emploi, ben, vous allez vous mettre sur un abonnement où vous expliquez clairement que vous êtes à l'écoute du marché. Donc, de manière générale, c'est ça. Alors, sur LinkedIn, le mieux quand même, c'est d'avoir quand même, voilà, d'avoir une petite intro, de faire une petite bio, expliquer un petit peu qui vous êtes, chose que vous ne faites pas forcément sur le CV, qu'on puisse un petit peu aussi savoir un peu qui vous êtes. Du coup, là, vous avez quelques sites en premier lieu pour toute la partie CV. Donc, vous avez Canva, Online CV, Novo Resume, CV Designer. Ce sont les principaux. Mais il y en a peut-être d'autres. Et après, pour ceux qui sont pas très branchés sur Internet, vous avez toujours Word. Il n'y a pas de souci. Et à côté, vous avez aussi également quelques sites Internet, du coup, pour votre recherche d'emploi. Je crois que c'est Sarah. Je veux bien qu'il passe à la diapositive suivante.
Voilà. On a vraiment recensé les principaux, à savoir Indeed, LinkedIn, Glassdoor. Vous avez des offres d'emploi et vous pouvez également sonder un petit peu l'environnement de travail dans lequel vous souhaitez être, puisque sur Glassdoor, les salariés peuvent laisser des commentaires sur leur entreprise et vous expliquer comment ça se passe. Vous avez l'APEC, étudiant, le portail emploi et CiviWeb. Ça va peut-être concerner toutes les personnes qui sont peut-être intéressées par des stages ou des expériences à l'étranger. Voilà. Et vous avez bien évidemment, en dernier lieu, les chambres de commerce et de l'industrie qui, en lien avec les CFA, généralement, proposent aussi des offres d'emploi, d'apprentissage. Voilà, vous pouvez vous renseigner, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je crois qu'on a fini pour cette partie. Donc oui, du coup, on a fini pour le premier sujet, en tout cas, CV. Donc là, on va passer à la partie questions-réponses. Normalement, il y a des questions qui ont été posées. N'hésitez vraiment pas à les poser dans le chat. Et ensuite, notre cher Macrandi va nous les lire. Donc là, je vais passer la main à Macrandi, du coup, pour pouvoir nous lire les questions s'il y en a déjà dans le chat. Je vous envoie quelques-unes, en tout cas. Alors effectivement, il y a quelques questions. Bonjour à tous. Nous avons une dernière question qui nous vient de Monsieur Koundi Roger, deux questions qui s'adressent à chacune des intervenantes. Donc, est-il vrai que ce sont les logiciels qui traitent nos CV? Et dans ce cas-là, comment faire pour éviter de passer à la trappe? Donc ça, c'est une question à destination de Priscilla. Et j'enchaîne avec la question à destination de Laure. Oui. Ouais, alors, bon, c'est vrai qu'après, ça va dépendre des entreprises, mais malheureusement, oui, vos CV sont traités par des logiciels. Pour la simple et bonne raison que en tant que recruteur, on reçoit beaucoup de candidatures et on n'a pas forcément le temps de tout traiter. Donc, on passe par des logiciels et donc, ces logiciels fonctionnent sur un algorithme. Et donc, pour éviter que vos CV ne passent à la trappe, généralement, ce que je fais, c'est que au moment de rédiger votre CV, c'est important quand même d'aller jeter un coup d'œil aux offres d'emploi qui pourraient vous correspondre. Vous regardez un petit peu les missions, vous regardez un petit peu les compétences demandées et vous pouvez vous en servir, mais uniquement si vous maîtrisez. Si vous ne maîtrisez pas, c'est pas la peine. Donc, regardez comment sont construites les offres d'emploi, quels mots, quels termes sont employés et essayez de les utiliser au max sur vos CV, de manière à ce que quand le logiciel reçoit votre CV, lui ne va capter que les mots qui l'intéressent. Et effectivement, si votre CV ne comporte pas les mots ou les termes qui étaient mentionnés sur l'offre d'emploi, votre CV passe à la trappe. Donc, toujours vérifier les offres d'emploi qui sont diffusées dans votre domaine. Vous regardez, vous prenez les mots-clés et vous essayez après de vous en servir en fait pour rédiger votre CV. Et normalement, après, ça devrait aller. Très bien, merci beaucoup. Un complément peut-être de la part de sur la même question. Alors, moi personnellement, dans toutes les entreprises par lesquelles je suis passée, j'ai toujours reçu les candidatures et traité les candidatures. Seulement, après, par exemple, sur des plateformes comme Indeed, si vous voulez, les recruteurs peuvent mettre des questions qui permettent de faire un tri. Un premier tri, par exemple, est-ce que vous avez de l'expérience vous avez 1 année d'expérience, 2 années d'expérience, 3 années d'expérience. En fait, ça permet de faire un tri sur le profil que nous, on va rechercher. Mais il ne faut pas oublier l'aspect humain, d'accord? Parce qu'en fait, les RH, ça va d'abord être avant tout la gestion de l'humain. Donc, et le logiciel ne peut pas tout faire, en fait. Donc, l'humain derrière, l'intelligence artificielle derrière un outil, un job board, ne fait pas le travail que la RH, en tout cas la recruteuse, le recruteur va faire. Donc, si vous voulez, votre CV, dans un premier temps, est trié
selon les critères que vont apporter le recruteur. Et après, parce que du coup, sur une centaine de CV, on va peut-être, nous, en recevoir que 50 par rapport au tri, du coup, qu'on a fait en amont. Donc, que le logiciel fera en amont en fonction des critères que nous, on va mettre. Et après, bien évidemment, on prend connaissance de vos CV. Et bien évidemment, on ne va pas prendre connaissance des 50 CV. On reviendra là-dessus après. Mais juste, il faut vraiment viser comment dire, à optimiser votre visibilité. Pourquoi? Parce que je peux avoir 50 CV qui tombent. Mais si sur les 20 CV que je consulte en premier, j'ai 5 CV qui sortent du lot et que je contacte, en fait, même si vous avez un bon profil, ça veut dire que je n'aurais pas vu votre CV. En fait, je me serais arrêtée sur les 5 qui m'auraient percuté. Je prendrai contact avec eux, je les contacterai. Et si ça match avec l'entreprise, avec les valeurs de l'entreprise, etc., on avance avec ce candidat-là. Donc, à vous aussi derrière, c'est pour ça que ça sert à rien, moi j'ai toujours l'habitude de le dire, de candidater à 100 emplois, 100 offres d'emploi, parce que j'ai vu une question sur la discussion. Parce que Justement, oui. je pense pas que franchement entre nous, que 100 postes correspondent à vos compétences, à vos valeurs, à votre façon de travailler, à l'environnement de travail que vous voulez, que ce soit une start-up, que ce soit un grand groupe, un petit groupe. Voilà, donc en fait, il faut vraiment candidater sur des postes qui correspondent à ce que vous recherchez en termes de compétences, d'environnement de travail, de la taille de l'entreprise, etc. Et du coup, vous vous donnez déjà un peu plus de chance. Et derrière, vous allez faire des recherches. Il y a parfois des recruteurs qui vont vraiment mettre Priscilla est en charge de tel recrutement. Vous écrivez à la personne sur LinkedIn. Bonjour, je suis telle, j'ai candidaté à votre offre, juste vous dire que je suis motivée, etc. En fait, ça permet d'avoir plus de visibilité et du coup, derrière ah tiens, tel m'a écrit, je vais aller voir son CV, même si vous ne faisiez pas partie des 20 premiers qu'on a consultés. Donc après, bien évidemment, attention à pas tomber dans l'harcèlement. Il ne faudrait pas non plus harceler le recruteur tout le temps, tiens, non, mais vous faites un message et voilà, mais juste ça permettra, vous, d'être un peu plus visible, si je peux le dire comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je ne sais plus qui avait posé la question ou si c'est C'était la clair pour question toi. de Roger. Alors, je pense que c'était surtout dans le sens de savoir s'il fallait absolument adapter chaque CV envoyé à chaque offre ou à chaque entreprise. Alors moi, je pense que oui, dans le sens où, encore une fois, tu ne vas pas candidater à 100 postes. Par exemple, si tu es en Île-de-France, tu ne vas pas candidater à 100 postes et les 100 postes ne vont pas forcément te correspondre, tu vois. Donc déjà, si tu arrives à faire un tri déjà de toi-même, tu pourrais peut-être postuler à 30 postes qui te correspondent. Et si tu veux avoir plus de chances pour qu'on puisse te recruter, toi et pas une autre personne, bah, il faudrait adapter ton CV, en tout cas ta lettre de motivation surtout, à l'entreprise, tout simplement parce que chaque entreprise a un ton. Tu vas partir dans une entreprise, c'est carré, tout le monde se vous voit, tout le monde, un peu comme dans toutes les entreprises. Et tu vas avoir une entreprise où tout le monde se tutoie, tout le monde, voilà, c'est une ambiance assez fun, assez jeune, assez familiale. Donc, si tu écris ta lettre de motivation en mode avec des grands mots, des grands paragraphes, franchement, tu passeras à côté parce qu'on se dira en fait que tu n'es pas dans l'esprit de l'entreprise. Après, bien évidemment, il ne faut pas non plus jouer un rôle. Quand tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ça. C'est pour ça que je dis qu'à chaque fois, on a tendance, quand on cherche un travail, à candidater un peu à tout ce qu'on voit. Mais c'est important de se poser et de se dire, est-ce que si demain on prenait sur ce travail, sur les missions qu'on me propose, sur l'environnement de travail qu'on me propose, est-ce que cela me correspond? Parce que du coup, on se retrouve avec des personnes du coup qui candidatent comme ça. Si vous arrivez à passer voilà, entre les mailles du filet, si je peux le dire comme ça, que vous êtes recruté, au bout d'un mois, 2 mois, ben, en fait, vous êtes lassé de votre poste parce que tout simplement, ça ne correspond pas du tout à ce que vous recherchiez et vous avez juste candidaté pour trouver un travail. C'est ça aussi. Voilà. Ce qui est parfois important quand on est junior et qu'on sort de l'école. On veut Oui, absolument avoir son premier job. c'est pour ça que moi j'ai envie de dire, tout se joue sur la motivation de la personne, parce que les expériences, en vrai, certes, on va beaucoup regarder les expériences de la personne, mais on va aussi regarder
faim, elle a faim, elle a envie elle est motivée de travailler, elle est motivée d'apprendre, elle est motivée de monter en compétences. Et il y a toutes ces choses aussi, hein. Parfois, on va prendre une personne qui n'a pas d'expérience, mais qui a envie d'apprendre, qu'une personne qui a beaucoup d'expérience et qui, par exemple, au niveau de la personnalité, ça passera pas avec les équipes. D'accord, très bien. Bon, j'espère qu'il aura réponse à sa question. Merci beaucoup. Alors, il y a une question de Pacifique. Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent aussi. C'est sur la différence entre l'apprentissage et la professionnalisation. Donc, ça, c'est du domaine de l'alternance. Donc, au-delà de l'âge, quelles sont les autres différences entre ces deux types de cursus, de formation, Je vais mesdames? laisser Priscilla y répondre. Oui, alors la différence, pour vous en tant qu'étudiant, vous ne la verrez pas vraiment. Mais la différence ça sera surtout au niveau du type de contrat que vous faites, en fait. Parce que quand vous êtes en apprentissage, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes sous statut étudiant. Donc, l'entreprise dans laquelle vous êtes vous considère comme un étudiant. Tandis que quand vous êtes en contrat de professionnalisation, vous êtes un salarié. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être vraiment, du coup, vous avez droit à l'ensemble des droits auxquels ont les salariés dans l'entreprise. Je prends pour exemple, si vous êtes en contrat pro, ben, vous allez avoir droit au congé comme n'importe quel salarié. Vous avez droit à vos 25 jours ou 30 jours de CP annuel. Alors, tandis que si vous êtes en apprentissage, vous aurez peut-être juste les congés. Un contrat pro, vous aurez les congés payés et par exemple des RTT, si l'entreprise en propose. Si par exemple vous êtes en contrat d'apprentissage, bah, vous n'aurez peut-être droit que au CP et pas les RTT. Donc, la CP pour différence, congé payé et RTT voilà, pour... voilà. Et les RTT pour les réductions de temps de travail. Donc, la différence se fera surtout au niveau du traitement. Après, en termes de mission, bah, vous ferez quand même la même chose, que vous soyez en apprentissage ou en contrat pro, mais ça sera surtout sur la partie administrative et vie en entreprise où la différence se fera peut-être un petit peu plus ressentir. Sinon, à part ça, et le coût aussi, le coût de la formation en contrat d'apprentissage et en contrat pro, c'est pas pareil. Quand vous êtes en contrat pro, le coût de l'apprentissage, bah, l'entreprise, à travers ses cotisations au pro, bah, va prendre en charge la totalité de votre formation. Alors que si vous êtes en apprentissage, avec toutes les aides, avec toutes les aides de l'État qu'il y a, l'entreprise ne déboursera pas grand-chose pour vous. Donc, elle sera beaucoup plus tentée de vous prendre en apprentissage parce qu'il y a quand même le côté budget derrière pour eux parce qu'ils vont faire des économies. Mais c'est vrai que vous, en tant qu'étudiant, vous ne vous en rendrez pas forcément compte. Ça sera plus au niveau de l'entreprise, de la partie administrative, où la différence se sentira. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Un complément de la part de Laure, peut-être? Vous m'entendez? Oui. Oui, Ah, si tu as un complément. c'était complet tout ce qu'elle a dit, Priscilla. Juste par exemple sur la partie en contrat de professionnalisation, en fait, vous êtes un salarié, vous êtes en CDD, vous êtes un salarié. Et par exemple, si vous vous absentez à l'école, vous avez un jour d'absence à l'école, l'OPCO ne paye pas cette partie-là. Et en fait, vos absences à l'école sont payées par l'entreprise et après l'entreprise met en place les entreprises peuvent faire une retention de salaire par rapport à vos absences. Voilà. En fait, le contrat pro, c'est vraiment un contrat de travail. En fait, vous êtes salarié, tout simplement. Alors qu'un contrat d'apprentissage, vous êtes tout d'abord étudiant. Et après, bien évidemment, vous avez les autres avantages comme les autres collaborateurs au sein de l'entreprise. Vous avez les congés payés. Voilà. Après, par exemple, s'il arrivait, s'il arrivait, par exemple, que ça arrive, hein, vous êtes en contrat de professionnalisation et que pour les femmes, vous attendez par exemple un bébé, vous allez vraiment avoir le congé mater, le congé maternité, toutes les choses qu'un salarié lambda aurait en fait. Alors qu'en en contrat d'apprentissage, ça va être autrement. Vous êtes d'abord étudiant. Et si je peux rajouter un dernier point sur les différences contrat pro, contrat d'apprentissage,
La différence se fera aussi sentir au niveau de la rémunération. Exactement. Le contrat pro sera vraiment du coup en tant que salarié, donc vous serez rémunéré vraiment, vous serez rémunéré sur la base du SMIC, mais votre pourcentage de rémunération sera toujours supérieur à quelqu'un qui est en contrat d'apprentissage. Donc, faut pas non plus, les entreprises ne négligent pas non plus cette partie rémunération. Donc, voilà pour laquelle vous avez des entreprises qui vont plus privilégier des contrats d'apprentissage que des contrats pro sur la partie rémunération. Alors, Pacifique réagit à ce sujet en rajoutant une question qui demande est-ce qu'il y a un impact aussi au niveau des missions et de la considération au sein de l'entreprise, selon qu'on soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation? Pour ma part, non. Je ne sais pas l'heure, mais pour Non ma plus. Non, part, en fait, ça dépend d'une entreprise à une autre. En fait, ouais, en gros, ça dépend vraiment de la culture de l'entreprise. ouais, Mais en fait, tant que tu es apprenti et que tu fais partie des ouais, effectifs, on te donne tes missions. ouais. Tant que tu prouves, si je peux le dire comme ça, que tu as les épaules larges pour avoir, pour effectuer tes missions, les responsabilités qu'on te confie, non, il y a pas de différence de considération ou quoi qu'est-ce. Très bien. Alors, nous avons deux autres questions de Pacifique et après on passe à la question de Monsieur M. C'est la signification du portfolio. Qu'est-ce que c'est? Vous en avez parlé, vous l'avez évoqué sans forcément l'expliquer. Et aussi, est-ce que c'était nécessaire de remplir sa bio LinkedIn? Mesdames, on va peut-être C'est commencer par le Laurent qui en portfolio. a parlé, je pense. Hein. Yes. Oui. D'accord. Alors, le portfolio, ça va être un peu un témoignage de tout ce que vous avez pu réaliser, des projets auxquels vous avez participé, que vous ne pouvez pas mettre sur le CV tout simplement parce que ça va être trop long. Vous ne pouvez pas mettre sur votre lettre de motivation parce que vous ne pourrez pas mettre des images, mettre des liens, mettre ce genre de choses. Donc, le portfolio, ça va être beaucoup plus complet, mais après, il y a vraiment des métiers précis, par exemple, encore une fois, marketing, graphiste, ce genre de choses où on a vraiment besoin de montrer La des photographie, réalisations. des métiers Exactement, artistiques. exactement. Ou même les informaticiens, par exemple, des profils IT, des sites que vous avez eu à réaliser, ce genre de choses. En fait, c'est un témoignage de vos réalisations, tout simplement. Qu'on signait dans un document précis. C'est ça. Ou généralement, ça va être un lien, ça va être un fichier. Impeccable. Bah, merci beaucoup. Question Mais suivante et probablement la dernière. Je pense que c'est la question que se posent beaucoup d'étudiants qui veulent se lancer dans l'alternance. C'est celle de savoir est-ce qu'on commence par l'école ou est-ce qu'on commence par trouver une entreprise? Avec le fameux risque que si je trouve une école, il n'y a peut-être pas de chance que je trouve une entreprise. Et si je trouve une entreprise, bah, va peut-être me demander si j'ai une inscription dans telle ou telle école. Donc, dans quel ordre vous conseillez à Monsieur M de procéder? Euh, pour ma part, après, moi, je me base sur mon expérience. Moi, ce que j'avais fait quand j'étais en alternance, c'est que je m'étais inscrite dans 3 écoles différentes. Parce que de toute façon, tant que vous n'avez pas d'entreprise, ben, aucun contrat n'est signé. Donc, il n'y a rien qui vous oblige à rester. Donc, moi, je m'étais inscrite dans 3 écoles différentes avec 3 rythmes différents. Et ensuite, bah, je candidatais auprès des entreprises. Parce que c'est vrai que vous avez des entreprises comme la Dealer qui vont préférer vous avoir plusieurs jours dans la semaine et d'autres qui ne seront pas dérangés de vous avoir, que vous ne soyez pas au bureau, par exemple, pendant une semaine. Donc, l'école en soi, vous pouvez postuler vous pouvez euh, vous renseigner et candidater pour 2 ou 3 écoles en même temps. Et après, à côté, chercher votre entreprise. Mais après, si vous avez déjà une école dans laquelle vraiment vous souhaitez être admis, ben, vous commencez d'abord par l'école et l'école après vous coachera et vous pourrez après par la suite chercher votre entreprise. Très bien, merci beaucoup. Un ajout? Pas du tout, très bien. Bah, merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à ceux qui ont posé des questions, merci à Roger, à Pacifique, à Yves Ben et à Monsieur M.
Très bien, merci à toi, Macrondi. Merci à tous ceux qui ont posé des questions et à ceux qui ont contribué d'ailleurs dans les échanges. N'hésitez vraiment pas à partager les expériences dans le point chat. Donc là, on va passer à un autre petit point. Ça va être plutôt vous faire un aperçu de quelques CV. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais CV, mais c'est juste pour créer un échange là-dessus. Donc, encore une fois, je vais vous demander encore d'être vraiment très dynamique dans les échanges. Dites ce que vous pensez de ces CV en écoutant justement notre troisième intervenante qui est Madame Wynne Kavala, qui va nous présenter du coup ces quelques CV. Je la laisse prendre la parole. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, sauf qu'il y a une sorte d'interférence en fait. Alors, est-ce que là, c'est bon? Oui, il me semble. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui, beaucoup mieux, merci. Mais j'entends ma voix. Mais bon. Très bien, très bien. Alors justement, le but ici, alors je me présente, Wynne Kavala. Moi, je suis Master Data Manager de profession. Donc, j'interviens dans le domaine de tout ce qui va être analyse de données, architecture de données. Cependant, durant mon parcours professionnel, j'ai eu à travailler dans une entreprise spécialisée dans les ressources humaines, où j'ai eu à justement mener des enquêtes, mener plutôt des entretiens. Et au sein du réseau Alumni, j'occupe la fonction de responsable du pôle RH. Donc, le but ici, c'est de voir un petit peu quelques exemples de CV, parce que comme l'a bien souligné Sarah Afitete, il n'y a pas de CV parfait. Il y a des CV adaptés au domaine dans lequel, tout simplement, vous vous trouvez. Donc, on va le voir un petit peu avec 3 CV différents, avec 3 profils totalement différents également, de façon à pouvoir voir un petit peu les différences que l'on peut rencontrer et ce qui est préférable de mettre ou non en fonction aussi de vos attentes et du message que vous voulez délivrer à votre recruteur. Donc, le premier CV est celui de Priscilla Mbongo. J'ai sélectionné son CV tout simplement parce qu'ici, il s'agit d'une personne qui a énormément d'expérience professionnelle. Donc, elle a à son actif 6 années. Et vous remarquerez que son CV peut être qualifié de chargé en termes de mission. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous avez des compétences, lorsque vous avez eu diverses tâches que vous avez réussi à accomplir, il faut aussi le mettre en avant. Et sur des profils seniors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on ne s'attend pas à avoir des CV vides, avec énormément de blancs. On se dit que si vous capitalisez réellement toutes ces années, à un moment donné, il va falloir aussi que l'on puisse s'en apercevoir. Donc, elle, par exemple, ce qui va être intéressant avec son CV, c'est le fait que la partie formation est manquante. Donc, vous constaterez qu'en début, du moins dans sa description, elle a juste mentionné le fait qu'elle a eu un master en achat en 2017. Mais tout ce qu'il y a eu avant, la licence, le baccalauréat n'est pas mentionné. Et vous remarquerez également que toutes les missions qu'elle a développées sont des missions en lien avec les achats, parce que c'est la spécialisation qu'elle a choisie et elle met l'accent sur les tâches relatives justement à ces missions-là. Vous remarquerez également qu'il y a une deuxième partie expérience professionnelle qu'elle a mis de côté sur des postes qui concernaient les achats directs, alors qu'aujourd'hui, elle s'est spécialisée dans les achats indirects. Donc, elle a fait le choix sur son CV de ne pas tout mettre afin de mettre l'accent sur ce qui était nécessaire pour elle. Tout en les mentionnant autrement, le recruteur sera amené à se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a des trous dans son CV? Mais la réponse, on la retrouve à ce niveau-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous remarquerez que pour chacune des postes ou des fonctions qu'elle a eu à occuper, tout est classé, c'est-à-dire qu'elle va répertorier toutes les tâches relatives aux achats, toutes les tâches relatives à la gestion, par exemple. Et il en est de même pour son poste en tant que responsable d'achat et approvisionnement, toutes les tâches relatives à la gestion des achats, au pilotage des processus d'achat, à la gestion des fournisseurs et à la suivi de la performance, par exemple. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que finalement, votre CV, c'est un petit peu une sorte de storytelling. Donc, vous allez raconter une histoire à votre recruteur, une histoire qui est cohérente. Parce que, à travers votre CV,
on peut aussi déterminer votre personnalité et votre esprit de synthèse. Est-ce que vous êtes en mesure de recenser vos tâches ou est-ce qu'au contraire, vous allez juste les énumérer? Je prends l'exemple d'une personne qui a fait de la gestion de projet, qui fait peut-être de la facturation, qui fait peut-être de l'analyse. Il faut que les tâches relatives à chacun de ces missions soient listées bloc par bloc de façon à ce que l'on puisse comprendre. Si vous avez eu à faire de la gestion de projet, vous allez mettre tous les projets dans lesquels vous êtes intervenu, et ainsi de suite. Et vous remarquerez aussi que les verbes qu'elle emploie sont des verbes d'action, organiser, établir. Donc, ça notifie, en tout cas, ça marque le fait que dans cette mission-là, elle a eu le lead, ou plutôt, elle avait la main totale sur ces missions-là et qu'elle était totalement autonome. Et pour terminer, tout est parfaitement identifiable. Donc, vous avez les informations personnelles d'un côté, vous avez tout ce qui est relatif aux langues, vous avez tout ce qui est compétences qui est déterminé aussi par logiciel qu'elle a pu utiliser, les stratégies d'achat, appels d'offres privées. Donc, c'est pas compétences et je mets toutes mes compétences en une fois, mais c'est vraiment encore une fois, segmenter catégorie par catégorie. Et ça permet aussi aux recruteurs de mieux cibler votre profil, de mieux le comprendre également. On va passer du coup au CV suivant. Ah oui, et dernière chose, c'est un profil qui a choisi de mettre une photo. Dans son cas, elle peut se le permettre parce qu'en soi, bien qu'elle ne soit pas dans un tailleur ou parce que certaines personnes pourraient dire que sa photo n'est pas professionnelle, mais vous remarquerez une personne qui est souriante, qui est plutôt apprêtée, qui a les bras croisés, qui adopte une posture qui reste professionnelle. Ensuite, elle est jeune et ça va aussi avec sa personnalité et elle ne se donne pas un genre qui ne lui correspond pas. On va passer au CV suivant. Donc ici, il s'agit du CV d'un ancien collègue à moi. Lui, il a fait le choix, en tout cas, du moins, il fait le choix jusqu'à aujourd'hui de ne jamais mettre sa photo pour la simple et bonne raison que c'est une personne qui n'est pas très photogénique, il le sait. Et l'image qu'il pourrait refléter, finalement, n'est pas forcément ce qu'il est réellement. C'est quelqu'un qui, lorsque vous allez, si vous le voyez, vous n'aurez pas l'impression que c'est quelqu'un de chaleureux ou quelqu'un de sympathique. Donc, il fait le choix, en tout cas, lui, de miser uniquement sur son expérience professionnelle et tout ce qui va être vie associative pour qu'on puisse mieux cerner, en tout cas, la personnalité de cet homme-là. Alors là, on est sur un CV standard qui peut s'appliquer, que ce soit en finance, que ce soit en RH. C'est vraiment un CV passe-partout pour les personnes, en tout cas, qui travaillent dans le domaine de l'entreprise. Donc ici, vous allez voir que, mine de rien, tout est bien classé. Donc, expérience professionnelle, compétences, formation, vie associative. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un CV, le recruteur ne va pas prendre 10 minutes pour lire votre CV. En général, ça prend 30 secondes. Donc, c'est d'abord la forme qu'on va regarder. Est-ce qu'on trouve les informations? Est-ce que je trouve mes mots-clés? Là, je sais tout de suite où trouver les informations. Idem, on parle d'un profil qui a 5 années d'expérience à son compte. Donc, il est nécessaire de lister les tâches et de mettre en avant justement les tâches qui sont les plus significatives, en tout cas, dans votre mission. Il ne s'agit pas de tout lister, de bien les choisir, mais en tout cas, lorsque vous capitalisez en tout cas, lorsque vous n'êtes plus un profil junior, sur votre CV, on doit pouvoir le remarquer. Autrement, on se demande qu'est-ce que cette personne a réellement fait durant ces années. Donc, voilà un petit peu. Donc là, on est sur un profil standard avec la formation, comme quoi il a eu un MBA. Informatique, alors lui, il a tout classé. Mine de rien, vous remarquerez que tout ce qui concerne la suite Microsoft a été classé au-dessus et ensuite, le reste vient par la suite. Et enfin, pour finir, on va passer sur un CV qui va être beaucoup plus atypique. Et c'est pour ça que finalement, on vous dit qu'il n'y a pas de CV parfait. Parce qu'un CV comme celui-ci qui concerne une personne dans le marketing digital, la communication, etc., ne sera pas... ne peut pas être adapté à une personne avec un profil finance, par exemple, où on veut une personne qui doit témoigner un certain sérieux. Vous n'allez pas vous présenter avec votre photo sous une version... dessiné, par exemple. Donc là, on est sur une personne qui, justement, lui, va se vendre. Clairement, sur son CV, il est en train de se vendre et il donne juste quelques éléments, en tout cas, qui va attirer l'attention du recruteur. Et parce que dans son domaine, il se doit justement d'avoir un esprit créatif,
et de faire la différence de façon à pouvoir se démarquer. Parce que finalement, sur le marché du travail, des profils marketing, communication, il y en a énormément. Donc, il faut savoir justement se différencier des autres et parfois ça passe aussi par le fait d'oser. Donc là, on a une personne qui va pas mettre ses scores au TOEIC, mais qui va juste vous mettre des drapeaux, qui va vous dire qu'il aime le football, mais qui met aussi l'accent sur la partie sur l'aspect humain et social, tel que la culture, l'humanitaire, etc. Et qui derrière se présente clairement comme un professionnel qui va vous apporter une solution et non pas comme une personne qui a juste besoin de décrocher un emploi parce qu'il cherche de l'expérience et peut-être parce qu'il a envie aussi d'avoir une petite rémunération, mais vraiment comme un professionnel qui va arriver et qui va apporter une solution. Parce que finalement, les entreprises, elles veulent des personnes qui vont apporter des solutions à leur entreprise et qui vont pouvoir justement les passer à un niveau supérieur. Donc, soyez tout simplement des personnes qui apportent des solutions. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Win, pour cet exposé. Alors là, pour le coup, on ne va pas faire question-réponse, on va passer au sujet suivant et ensuite on répondra à vos questions à la fin. Donc là, on va passer au sujet lettre de motivation et on va repasser du coup à Laure. À toi, Laure. Merci. Alors, concernant la lettre de motivation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, le recruteur ne passera à votre lettre de motivation que si votre CV est retenu. D'accord? J'ai plus le diapo, Sarah. On est en train de gérer la situation. Tu l'auras très vite là. Et voilà, c'est fait. Super, merci beaucoup, Sarah. Donc voilà, la lettre de motivation, on prend connaissance de la lettre de motivation que lorsque le CV est retenu. Donc la lettre de motivation est une continuité de votre CV. Donc on va voir votre CV, on va voir votre lettre de motivation pour un peu comprendre ce qu'on n'a pas pu comprendre sur le CV parce que tout simplement les informations sont assez carrées, assez strictes, assez voilà. Donc, c'est une occasion pour vous de vous différencier d'autres profils, de parler de vous, de parler de la société et de ce que vous avez compris du secteur d'activité, des activités de l'entreprise, des missions. Parce qu'en fait, ça sert à rien hein, de prendre une lettre de motivation sur Internet, faire du copier-coller, parce qu'on le sait, on le voit, ça se voit. Donc, c'est important de regarder ce que fait l'entreprise, son activité, encore une fois, le ton avec lequel l'entreprise fait sa présentation tout simplement sur son site internet, sur ses différents réseaux sociaux et adapter son discours par rapport à l'entreprise. Tu peux passer non. Donc, par rapport à la structure de votre lettre de motivation, donc comme je le disais, il faut parler de l'entreprise pour montrer tout simplement que vous êtes à minima renseigné sur l'entreprise, sur le secteur d'activité, sur les missions. Parlez de vous, ce que vous ramènerez à l'entreprise, pourquoi on devrait vous choisir vous plutôt qu'une autre personne. Et tout simplement, Arnold, je suis une personne ambitieuse, mais exactement. C'est vraiment des phrases un peu bateau, des phrases qui ne sont pas originales et c'est pas forcément vrai en fait. Il faut vraiment être vous parce qu'au final, c'est votre personnalité au-delà de vos compétences qu'on va également recruter. Et en troisième partie, parler de vous et l'entreprise que vous ferez ensemble. L'apport de l'entreprise par rapport à vous, votre cursus, votre carrière et vous, votre apport par rapport à l'entreprise. Attention au ton que vous utilisez dans le sens où il ne faut pas aller comme pas un mendiant, mais il faut savoir et avoir en tête que vous êtes un talent dont a besoin l'entreprise. Donc, si votre CV est retenu, si votre lettre de motivation est lue, ça veut dire que quelque part, l'entreprise voit un intérêt de vous recruter sur le poste, en tout cas dans son entreprise, dans ses équipes. Donc, quand vous écrivez vos lettres de motivation, ne soyez pas juste en mode si vous m'acceptez,
je pourrais faire ceci, je pourrais… Non, montrer aussi, après, bien évidemment, toujours en restant assez… pas en ne tombant… Enfin, ne tombez pas dans l'arrogance ou dans le… Voilà, mais vraiment avoir le ton juste et ne pas être… ne pas être que demandeur d'emploi, mais aussi montrer ce que vous pouvez apporter à l'entreprise parce que vous êtes un talent et ça, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, au-delà du recrutement, on parle de l'acquisition de talents et l'entreprise, lorsqu'elle elle trouve des talents, elle n'a pas envie de les perdre. Donc, vous êtes un talent dont les entreprises ont besoin et ne l'oubliez pas quand vous écrivez vos lettres de motivation, quand vous présentez en entretien, etc. Du coup, moi, je reprends sur la forme. Donc, de manière générale, votre lettre de motivation doit tenir sur une seule page. Pas la peine de faire, pas la peine de faire des longs discours, si je puis dire. Elle doit vraiment être brève, concise, claire, qu'on puisse rapidement voir, que le recruteur puisse rapidement comprendre en fait pourquoi vous postulez et qu'est-ce que vous pouvez apporter et surtout quel est peut-être votre projet professionnel. Sur la partie orthographe, bien évidemment, voilà, les fautes de grammaire, les fautes d'orthographe. Si c'est possible, faites-vous relire par 2 ou 3 personnes pour être sûr vraiment qu'il n'y a aucune faute. Surtout si vous êtes si vous postulez pour des métiers où vous aurez à rédiger beaucoup de mails, beaucoup de rapports, donc c'est super important. Et on reste quand même sur une forme standard, donc selon les codes de la lettre, à savoir le justifié et la police. On va rester sur du calibre 11-12 de manière générale. Et des lettres manuscrites, malheureusement, on n'en voit pas beaucoup. Mais si vous avez une belle écriture, pourquoi pas. Donc voilà. Par contre, sur la lettre de motivation, quelque chose que vous pouvez rajouter que vous ne mettez pas forcément sur le CV, c'est que si vous avez les coordonnées du recruteur, si vous connaissez, vous connaissez la personne qui va recevoir la candidature, vous pouvez mettre son nom, son département sur la lettre, il n'y a pas de souci. Et puis, ou sinon, vous mettez le département et le nom de l'entreprise. C'est vraiment important, comme l'a dit Laure, de montrer vraiment que vous vous êtes renseigné sur l'entreprise, sur sa culture, sur ce qu'elle fait, et de pouvoir retranscrire ça dans votre CV. Pour le recruteur, c'est super important parce qu'il se dit que voilà, vous avez vraiment pris la peine du coup de faire des recherches. Et après, normalement, ça devrait aller. Donc voilà. Alors, la lettre de motivation, elle n'est pas obligatoire. Généralement, quand vous postulez, par exemple, sur Indeed, il arrive très souvent on vous demande que le CV. La lettre de motivation va être optionnelle. Mais c'est vrai que dans certains domaines ou certains secteurs d'activité comme les sciences humaines, les sciences économiques, la sociologie, enfin, vous allez avoir quelques domaines où la lettre de motivation sera obligatoire, accompagnée du CV. Et vous allez avoir peut-être d'autres domaines où, comme le marketing, la com, les IT, tout ça, la lettre de motivation, ça va vraiment être le plus, mais le plus important, ça sera le CV. Donc, vraiment, en fonction de votre secteur ou de votre filière, voilà, la lettre de motivation sera un complément ou sera obligatoire. Donc, voilà. Je pense que Win va prendre le relais. Exactement. Du coup, cette partie, elle va être faite par Win. Si Win peut se connecter, et voilà, c'est fait. Il y a juste l'audio qui est en train de se connecter encore pour le moment. Pour l'instant, on n'a pas encore le son. Là, ça y est, il faut que tu réactives le micro, s'il te plaît. Ça y est, merci. Alors, au niveau de la lettre de motivation, il y a quelques conseils de base. Donc, comme vous le savez, forcément, c'est le vocabulaire. Donc, il faut vous assurer en tout cas que
tout ce que vous allez dire ne soit jamais au conditionnel. Vous devez vous projeter justement de ce que vous allez mentionner dans votre lettre. En général, on parle du vous, je, nous, de façon à ce que vous faites ceci, je vais pouvoir faire ceci avec vous et ensemble, on va pouvoir faire ceci, de façon à vous projeter avec l'entreprise. Il y a aussi une méthodologie à avoir. Les mots que vous allez choisir, du moins votre champ lexical, doit correspondre à un thème précis. Et ces mots-là doivent être retrouvés constamment de façon à ce que l'on puisse comprendre la connotation positive, du moins le message positif que vous cherchez à délivrer aux recruteurs. Parce qu'encore une fois, on vous juge aussi par votre expression, par les mots que vous employez, et on peut déduire aussi quel type de personnalité vous êtes. Ensuite, il va y avoir le style et le ton que vous allez employer par rapport à votre lettre de motivation. Tout simplement, un exemple tout simple, lorsque vous avez par exemple une offre d'emploi avec des startups, en général, on est sur des entreprises plutôt jeunes, avec une culture, un état d'esprit différent des entreprises que nous connaissons et qui vont adopter un certain style de langage. Généralement, ce sont des annonces où on vous tutoie, par exemple, et on n'est pas sur du vouvoiement. Donc, lorsque vous allez répondre à cette offre, déjà, il faut premièrement que votre lettre de motivation soit personnalisée, et ça, je pense que Laure et Priscilla n'ont pas cessé de le dire. Et il va falloir adopter tout simplement le ton par rapport à la lettre. Donc, si vous avez un recruteur qui a un langage pas très soutenu, il va falloir vous aussi adopter votre langage. Et si à l'inverse, vous avez un recruteur qui va avoir un langage soutenu, il va également falloir l'adapter. Ensuite, il y a le fait de personnaliser. Dans la personnalisation, ça va si vous connaissez par exemple le nom du recruteur, il va falloir le mentionner. Si vous avez des informations sur l'entreprise, par exemple un projet qu'ils sont en train de mener ou un projet qu'ils ont eu à mener dans le passé et que justement vous avez envie de le mentionner ou de le mettre en avant parce que ça vous a plu ou de mettre l'accent dessus, n'hésitez surtout pas. Ça montre aussi que vous vous intéressez à l'entreprise, que vous êtes intéressé à eux, que vous avez pris des informations et que vous en savez quelque chose. Et non d'une simple lettre que vous avez copiée, collée et envoyée parce qu'il faut envoyer une lettre de motivation. On peut passer à la slide suivante. Alors, donc, les questions-réponses, ça sera après. Donc, de tout ce que vous avez pu entendre aujourd'hui, s'il y a des choses, en tout cas, à retenir de façon à mettre toutes les chances de votre côté, on pourra parler de réadapter votre candidature. Par là, on entend le fait que votre CV, vous devez tout simplement le personnaliser. Il y a une offre d'emploi, il y a un descriptif de poste. Ce descriptif de poste doit être identifiable sur votre CV. Si vous prenez le même CV que vous allez envoyer à 50 recruteurs, et ce, peu importe la fiche de poste, vous pouvez être sûr que vous allez passer à côté. Alors que si vous l'adaptez, lorsque vous avez des mots, si vous avez un recruteur, par exemple, qui veut quelqu'un qui sait faire des calculs, qui sait analyser, qui sait utiliser Excel, ou peu importe les outils, il va falloir le mentionner. Il s'agira aussi de vous renseigner sur l'entreprise de façon à savoir comment vous allez communiquer avec lui afin de parler le même langage. Encore une fois, si vous êtes vous traitez avec une start-up, il va falloir avoir le langage qui va avec. Ensuite, candidater à des offres qui vous intéressent. L'on peut comprendre lorsque on est jeune, on est à la recherche, que ce soit d'un stage, une alternance ou même d'un premier emploi, on va avoir tendance à prendre un petit peu le premier poste qui va venir et finalement le premier recruteur qui va nous donner notre chance. Ça, c'est totalement compréhensible, en tout cas au début. Néanmoins, dans la suite de votre cursus professionnel, il va falloir être beaucoup plus sélectif parce que, mine de rien, encore une fois, votre CV, lorsqu'un recruteur le lit, il a une histoire. Si vous commencez sur un poste, vous allez dans un autre domaine, puis vous revenez dans un autre domaine, on ne comprend pas ce que vous faites ni pourquoi vous choisissez ces missions-là. Donc, encore une fois, il faut qu'il y ait une cohérence. Ensuite, utilisez les mots-clés uniquement si vous les maîtrisez. N'employez pas des termes sur votre CV que vous ne connaissez pas. Ne mentionnez pas des logiciels ou des outils que vous ne maîtrisez pas. Car aujourd'hui, nous parlons du CV. La suite du CV, si vous êtes retenu, c'est l'entretien d'embauche. Et sachez que vous pouvez aussi avoir des tests. Aujourd'hui, il y a des tests de personnalité. Il y a des entreprises qui, avant même de vous faire passer un entretien physique, vous feront passer un test
un test sur les compétences que vous avez peut-être mentionnées. Si vous mentionnez, je ne sais pas, Excel VBA, on peut vous donner un exercice sur VBA à faire. Et si vous ne savez pas le faire, vous êtes totalement disqualifié. Ensuite, évitez les acronymes pour les entreprises, tout simplement parce que la connaissance que vous avez n'est pas celle que le recruteur peut avoir ou qu'une autre personne peut avoir. Donc, tout simplement, mentionnez justement les informations de façon à ce que l'on puisse identifier clairement de quoi il s'agit, sauf lorsqu'il s'agit de grands groupes connus de tous. Ensuite, votre visibilité. Votre visibilité, ça va passer par le profil LinkedIn qui va être à jour. Ça va passer par tout ce qui a pu être mentionné en tout cas aujourd'hui. Ensuite, le fait d'accepter de se faire accompagner. Parfois, on va faire un CV où on va rédiger sa lettre de motivation parce qu'on a peut-être imité le CV d'une amie ou d'un ami que l'on trouvait correct, sauf que ce CV ne correspond pas à votre profil, il ne correspond pas à votre domaine d'activité. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des personnes qui ont justement ce recul aussi sur votre CV. Lorsque vous écrivez des choses qui peuvent vous paraître normales ou compréhensibles, assurez-vous, mine de rien, même avec des amis, de leur demander de lire votre CV et de vous dire ce qu'ils comprennent et est-ce qu'ils comprennent les choses comme vous avez voulu, en tout cas, les délivrer ou non. Et enfin, pour finir, candidater à des entreprises qui vous ressemblent, mais ça, je pense que c'est lorsque vous avez déjà eu 2-3 expériences professionnelles que vous allez vous permettre de plus cibler, alors qu'au départ, c'est vrai que, bon, pour certaines personnes, du moins, on fait un petit peu avec ce que l'on a immédiatement. Donc, voilà un petit peu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les notifier dans le chat. Donc, merci beaucoup, Win, pour ce bel exposé. Merci beaucoup à Laure Mbaki et également à Priscilla Duzi. Donc, du coup, moi, j'ai retenu quand même des phrases phares aussi, hein. Après les mots-clés qui nous ont été donnés, en tout cas, il y a Laure qui a dit que l'entreprise recrute les compétences, mais elle recrute aussi des personnalités. Donc ça, il faut l'avoir en tête également quand on fait sa lettre de motivation ou son CV. Priscilla qui a dit allez à l'essentiel. N'allez pas, ne ramenez pas en bateau votre employeur, ne mettez pas de genoux, vous, dans le CV, passez vraiment à l'essentiel. Et Yawin qui a dit soyez une solution pour votre entreprise. Ça veut dire que vous n'êtes pas un mendiant, vous apportez quelque chose à l'entreprise et ayez en tête cela, normalement, quand vous faites votre CV ou votre lettre de motivation. Et elle a dit également parlez le langage de l'entreprise. Là, il faut aller faire des recherches, aller voir de quelle entreprise il s'agit, qu'est-ce que l'entreprise a comme valeur, est-ce que ça correspond à vos valeurs, et ensuite vous adapter à chaque entreprise. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Vous pouvez nous mettre les phrases que vous avez aussi retenues dans le chat. Je vais laisser la parole à Macrandi pour la partie questions et réponses. Alors, très bien, c'est très animé, en tout cas dans l'espace discussion. On voit que le sujet passionne tout le monde, et c'est tant mieux, en même temps que c'est vital. Pacifique qui pose la question de savoir si aujourd'hui mettre tout ou tout mettre sur son CV, c'est indispensable. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas soit avoir un site internet ou un blog personnel ou éventuellement un lien LinkedIn auquel on redirige l'employeur pour qu'il puisse avoir toutes les informations? N'est-ce pas plus simple, chère Laure? C'est bien d'avoir un site internet où tu peux mettre toutes les informations, où voilà, le LinkedIn, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le CV traditionnel qui continue à exister, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, et qui n'est pas obsolète. Et tout simplement, les entreprises passent par des sites pour voir des postes. Donc, si tu veux candidater sur ce poste, enfin sur un poste, et que tu écris juste une phrase allez sur mon site, mais en fait, déjà au niveau des critères mis, en tout cas des mots-clés mis pour un pré-tri, tu passeras à côté, Pacifique. Donc, certes, c'est bien de centraliser toutes les informations sur LinkedIn, bien évidemment, sur un site internet, mais il ne faut pas oublier le CV traditionnel. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours à jour, donc on ne le met pas de côté. Et pour compléter ce que
sur ce que Laure vient de dire. N'oubliez pas non plus que nous, en tant que recruteurs, en entreprise, quand on reçoit les CV, même si votre candidature n'est pas retenue, votre CV, on garde quand même une trace sur notre CV Tech. Donc, si c'est un lien LinkedIn ou un site Internet, ça va être compliqué. Donc, le CV classique, ça reste quand même la norme. Et puis après, le site Internet et autres, ça vient compléter. Mais le CV classique, en priorité. Alors, on en vient à la fameuse problématique de la lettre de motivation que nous pose Arnold, mais en même temps que Christian vous nous a également posé ici. Est-ce que, autant le CV n'est pas encore obsolète, mais qu'en est-il de la lettre de motivation? Est-ce qu'il est indispensable de rédiger une lettre de motivation? Est-ce que, en prenant surtout en compte le fait que c'est laborieux, parce que Christian nous dit autant, OK, un CV pour 10 candidatures, ça passe, mais on ne peut pas avoir on peut pas avoir la même lettre de motivation pour autant de candidatures. Donc, faut-il rédiger 10 lettres de motivation ou éventuellement 100, ce qui plaira alors, pour les 100 candidatures? Lettre de motivation. En fait, encore une fois, je pense que Priscilla l'a dit, la lettre de motivation aujourd'hui sur certains postes, même sur les différents job boards, sont optionnels. Donc vraiment, les recruteurs mettent optionnel, c'est-à-dire que si tu mets juste ton CV, ça passe. Par contre, il y a des secteurs d'activité où on a besoin que tu nous expliques pourquoi tu candidates. Et voilà, et sur ces postes-là, on va mettre que le CV est la lettre de motivation, pardon, est indispensable. Et encore une fois, franchement, si ton CV est assez complet, si ton CV donne pratiquement toutes les informations, en tout cas, si vous avez pris des notes par rapport à tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, vous maximisez juste vos chances en fait par rapport à votre CV et le recruteur pourrait vous contacter directement en relisant en prenant connaissance de votre CV. La lettre de motivation, encore une fois, c'est vraiment un complément de votre CV qui vient juste nous permettre de d'élucider certaines choses qu'on n'a pas compris, des zones d'ombre, etc. Et alors, je vois aussi dans les commentaires que alors c'est plutôt les universités qui exigent des lettres de motivation manuscrites. Je ne sais pas si c'est le cas dans les entreprises. Quel est votre avis, quel est votre regard là, sur ce sujet-là? Ça, malheureusement, si les universités exigent des lettres manuscrites, on n'y peut rien. Ça reste leur choix. C'est à eux de déterminer en fait les conditions, les modalités de candidature. Donc, si votre école demande une lettre manuscrite, vous avez, j'ai envie de dire que vous êtes un petit peu obligé. Ça, en tant que recruteur, on n'a pas la main dessus. Donc après, c'est les écoles. Les écoles choisissent leur modalité, leur mode d'admission. Donc ça, nous, en tout cas, on n'a pas la main dessus. D'accord. Laure voudrait peut-être rajouter quelque chose. Non, c'était clair. C'était clair, très bien. Alors, plus haut, on a encore la question qui se pose des recommandations. Donc, aussi bien une recommandation d'un professeur, d'un ancien responsable, d'un ancien patron, et les recommandations sur LinkedIn qui sont un peu moins utilisées. Quelle est votre opinion, quel est votre point de vue d'experte sur les deux types de recommandations? Pour ma part, j'en ai jamais utilisé, que ce soit pour moi ou quand je recevais des candidatures, des lettres de recommandation, très peu. Après, il faut dire que je pense que c'est aussi une question générationnelle. C'est vrai que nous, nos générations à nous, c'est vrai que les recommandations LinkedIn, ça passe encore parce que du coup, on peut facilement rentrer en contact avec les personnes. Mais les lettres de recommandation papier, j'ai l'impression que c'est un peu plus pour les générations d'avant nous. C'est plus vraiment d'actualité en fait. Après, il faut dire que le digital est passé par là aussi, donc les recommandations se font autrement à travers les soirées networking, les salons. Donc, en soi, la lettre de recommandation, moi, pour ma part, je ne sais pas alors, mais moi, pour ma part, j'y vois pas trop d'intérêt. Et même si elle atterrit sur votre bureau, vous n'y prêtez pas attention, ça Si je vais la n'influence lire, aucunement vos...
Non, je vais la lire et vraiment, en dernier lieu, je pourrais peut-être prendre contact avec la personne qui l'a écrite. Mais sinon, en soi, comme l'a dit Laure, on est vraiment là vraiment pour recruter un talent, une personne. Et après, le reste. De toute façon, ça se sent en entretien. Donc, C'est ça. Après, il faut aussi garder en tête, alors je ne sais pas si on est un graphiste dans le, dans la réunion qui s'amuse à faire des dessins. Rassurez-vous, il n'est plus là. Donc, Donc D'accord. là, il y a beaucoup de graphiques. On peut arrêter le partage d'écran en attendant de résoudre Oui, cette mais situation. Voilà, c'est bon. merci Sarah. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, moi, personnellement, c'est le candidat que j'ai. Après, bien évidemment, il faut garder en tête, c'est comme ça, un recruteur, d'un recruteur à un autre, ça change. Il y a aussi la subjectivité du recruteur qui rentre en compte. Moi, personnellement, je vais vraiment regarder la lettre de recommandation où je vais demander des références, vraiment si j'en ai besoin et si vraiment ça passe pas, enfin, j'ai une zone d'ombre ou j'ai quelque chose que je comprends pas, ou je me dis voilà. Mais sinon, c'est pas indispensable, une lettre de recommandation. Après, si vous l'avez, tant mieux, vous mettez plus de chances de votre côté. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire, c'est pas indispensable. Votre CV, c'est l'essentiel aujourd'hui. En complément en complément, la lettre de motivation. Et bien évidemment, vous, votre personnalité, encore une fois de plus, je martèle sur ça parce que c'est des talents, des compétences qu'on recrute, mais aussi la personnalité. Et dans tous les cas, ça, au téléphone, vous pouvez avoir une recommandation de votre directeur, de votre ancien employeur, ce qui est très bien, ce qui est très apprécié. Mais on verra aussi l'échange qu'on aura avec vous tout d'abord. Donc, très bien, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il nous reste encore un peu de temps. Il y a également des questions qui se posent sur le CV vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est original? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça vous arrange ou ça vous agace en tant que recruteuse? moi, les séries vidéo, personnellement, quand c'est très bien fait, j'adore. Euh, c'est une autre manière de postuler. Ça nous permet, du coup, plutôt que de mettre des photos sur votre CV, bah, on vous voit directement et vous expliquer un petit peu. Vous avez du coup un peu plus de temps pour détailler certaines choses que vous ne pourriez pas faire sur le CV. Donc, le CV vidéo, pourquoi pas. Moi, pour ma part, j'en ai déjà fait. Donc, oui, pourquoi pas. moi, j'en ai jamais fait pour ma part, mais je pense que c'est un outil intéressant. Ça permet aussi de voir justement la capacité de synthèse de la personne. Euh, voilà, donc je pense que c'est un bon outil. Mais j'ai jamais eu affaire à un CV vidéo pour l'instant. Juste pour compléter, je pense que le CV vidéo, ça va aussi s'inscrire pour les personnes qui sont dans des domaines particuliers. Lorsque vous êtes dans l'audiovisuel, lorsque vous êtes dans le marketing, lorsque vous êtes dans la communication ou du développement d'animation, on va juger aussi vos compétences à travers justement ce CV. C'est aussi une façon pour vous de vous démarquer. Encore une fois, tout se nuance en fait. Finalement, il n'y a rien qui peut ne pas être fait. Tout se nuance en fonction du domaine dans lequel vous êtes. Parce que vous allez envoyer un CV standard lorsque vous êtes dans ce type de domaine, on n'arrivera pas forcément à identifier ce que vous savez faire. Alors que ce CV-là, finalement, il sera parlant. Moi, j'ai vu le CV d'une jeune femme qui cherchait une alternance en marketing, par exemple, et qui a fait une animation qui était juste génialissime. Elle a posté sur LinkedIn. 3 jours après, elle avait trouvé son alternance. Ici, on a Arnold, qui, je sais, a un CV avec un jeu à la fin parce qu'il est développeur. Et donc, à travers ce jeu qu'il a créé et qu'il a inséré dans son CV, c'est aussi une façon pour lui de montrer ses compétences et justement de se différencier par rapport aux autres et de faire en sorte que son recruteur, en tout cas, ait peut-être plus envie de le rencontrer, lui, qui a osé de faire quelque chose de différent qu'un autre qui s'inscrit finalement dans ce que tout le monde fait. Donc, encore une fois, osez. Vous n'allez rien perdre. Osez. Dans un domaine en particulier, en finance, vous n'allez pas faire un CV vidéo, par exemple, avec énormément d'animation. Tout dépend de votre domaine.
Très bien. Macrandi, est-ce qu'on a fini avec les questions? Parce que voilà, il est déjà 12h45. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour les questions. D'accord. Je sens qu'on va frustrer pas mal de personnes parce qu'il y a encore des questions là dans le chat, je le vois très bien. Mais ne Il y vous aura un en faites deuxième pas. webinaire. On va essayer en tout cas d'y répondre via nos plateformes ou dans le deuxième webinaire en tout cas. N'hésitez pas. Donc, je dis merci déjà aux différentes intervenantes, à Laure, à Priscilla et à Win pour vraiment ce très bel exposé et pour ces bons conseils qu'elles nous ont partagés. Et bien, merci à vous également d'avoir donné en tout cas vos avis dans le chat, d'avoir échangé dans le point discussion. Juste, je ne sais plus, Macrandi, ton micro, il est encore activé, s'il te plaît. Donc là, on a fini, en tout cas pour ce premier voyage. J'espère que ça vous a plu. Juste pour info, en tout cas pour ceux qui sont en France, les étudiants, le pôle développement étudiant d'Alumnis a mis en place une sorte de base de données, en tout cas en partenariat avec le collectif des étudiants congolais de France, pour que vous puissiez enregistrer votre nom, votre profession, enfin non, votre formation et la profession que vous souhaitez faire pour nous permettre justement de mettre en place ce qu'on va appeler un parrainage. Donc, il y aura ce parrainage-là entre un professionnel et un étudiant, justement pour lui permettre de répondre à toutes ces questions que vous avez pu poser dans les chats et pour au mieux personnaliser en tout cas l'accompagnement. Donc, aussi, si vous voulez des conseils, vous pouvez nous écrire sur notre mail. Je vais laisser Macrandi vous écrire le mail d'Alumnis dans les chats. Et comme ça, nous, on pourra vous reconduire vers Laure ou vers Priscilla, en tout cas, ou encore vers d'autres RH qui font partie de notre réseau. Donc, j'annonce également que nous aurons un deuxième WEAS le week-end prochain, le 21 mai. Donc, on garde le même créneau 11h pour le début et ça sera par contre sur la posture en entretien d'embauche. Encore une fois, je sais que c'est assez... c'est beaucoup d'informations, justement, quand on cherche un emploi, quand on cherche un stage. Il faut se plier, en tout cas, aux exigences de l'entreprise. Bien entendu, j'ai vu Christian Bouzaki a écrit que c'est chronophage, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Eh bien, c'est comme ça, quand on cherche quelque chose, eh bien, on doit se battre. Donc, il faut chercher, il faut creuser. Et encore une fois, nous allons vous outiller lors de ce deuxième WEAS. J'espère que vous serez encore plus nombreux que maintenant. Juste avant de finir, je vais laisser la parole à Pacifique Kayumba, qui est l'actuel coordonnateur du collectif des étudiants congolais de France, qui sont nos partenaires, en tout cas, avec qui nous organisons également l'Agora étudiante, qui aura lieu le samedi 28 mai. Donc, je vais lui laisser vous en dire plus. N'hésitez pas, le lien d'inscription sera là dans le chat. Je vous invite en tout cas à vous y inscrire. Pacifique, tu as la parole. Oui, oui, on t'entend. Dois-je mettre ma caméra ou ça va? Tu peux, si tu es photogénique. Si, tu peux. Ah ouais. Ok. Alors, bonjour à tous, je me présente, je suis donc Pacifique Kayumba, je suis le coordonnateur du collectif des étudiants congolais de France. Et en tout cas, je dis pour commencer, merci donc à Alumnis, notre partenaire déjà pour l'Agora et même dans nos activités. Merci à nos intervenantes, chers professionnels du recrutement. C'était très intéressant et très enrichissant. Alors, nous sommes, le collectif, donc, dans la période qu'on appelle la période de professionnalisation. Donc, nous organisons l'Agora étudiante qui a donc pour objectif de permettre aux étudiants de rencontrer les professionnels pour poser ces genres de questions, pour se projeter, voir à quoi ressemble vraiment le monde professionnel. Est-ce que tout ce qu'on a appris, par exemple, à l'école, ça marche vraiment dans le domaine professionnel? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire ou bien on veut entreprendre ou faire trouver une autre posture? Donc, c'est un peu c'est un peu sur ça que tournera donc l'Agora étudiante. Et cette année, la thématique, en tout cas, c'est l'étudiant face aux réalités de la vie professionnelle. Et on l'organisera donc en 3 parties. On aura une première partie, donc on a appelé Tatola, comme le mot l'indique en lingala. C'est une partie qui tournera autour du témoignage des professionnels.
et des interventions pour répondre à certaines questions que les étudiants se posent au quotidien. Nous avons, comme vous le voyez sur l'écran, l'orientation et la réorientation académique. Est-ce que si je me réoriente, est-ce que j'ai échoué dans ma carrière? Est-ce que je peux avoir un travail après? C'est quoi le BTS? C'est quoi la licence pro? On a encore des questions sur le logement, l'aide à la mobilité étudiante pour savoir c'est quoi la mobilité? Est-ce qu'il y a vraiment des aides? Qu'est-ce que je fais quand je me déplace? Et pour ça, nous avons donc un partenariat avec Action Logement qui viendra nous présenter les logements et également les différentes aides. Et ça même, j'en parle également pour les professionnels qui seront là parce qu'il y a aussi des aides qui ne sont pas réservées qu'aux étudiants, mais également aux professionnels qui sont en mobilité. Il y a également une autre question qu'on abordera sur la santé et le bien-être étudiant. C'est quoi la mutuelle? Moi, quand je suis arrivé en France, personnellement, j'ai dû souscrire à une assurance responsabilité civile, mais je ne savais même pas ce que c'était, encore en quoi ça me protégeait. Donc, c'est quoi la mutuelle, la complémentaire santé solidaire? On en parlera avec Yvon Assurance et Services. Il y aura également une autre question sur l'insertion professionnelle des étudiants. Aujourd'hui, on a présenté un peu c'est quoi le domaine professionnel, l'aide des motivations, les CV, mais on parlera un peu du changement de statut. Aujourd'hui, on sait que pour changer un statut, il faut être salarié, mais il y a plusieurs autres manières de changer le statut en tant que, bon, je ne vais pas en parler maintenant, je vous donne donc rendez-vous à l'Agora. On en parlera cette fois-ci avec notre partenaire Initiative 243. Et on aura donc après ça une autre partie qui portera cette fois-ci sur la pratique pour chaque métier. Donc, il y aura des ateliers avec les professionnels d'alumnis. Donc, on pourra revoir Priscilla, Laure et Win et tous les autres professionnels ce jour-là. Donc, on le fera par atelier et par famille de métiers. Donc, les juristes seront entre eux, les ingénieurs entre eux, les professionnels de la communication entre eux, les recruteurs entre eux. Comme ça, on se donne des petites idées, des astuces pour mieux travailler, pour mieux se projeter et peaufiner son projet professionnel. Et à la fin, on parlera d'un sujet qui aujourd'hui commence à prendre beaucoup d'ampleur, la prévention santé, et surtout aborder les questions de la santé mentale, avec ce qui s'est passé avec Covid et maintenant ce qu'on voit aujourd'hui, le burn-out, la dépression des étudiants. On a longtemps cru que la dépression, c'était juste quelque chose qui n'arrivait qu'entre guillemets aux Européens, mais on se rend compte de plus en plus qu'il y a aussi nous, les Africains, qui sont aussi affectés, qui sommes affectés par ces genres de choses. Aujourd'hui, on a des pensées suicidaires au milieu des étudiants, les étudiants qui passent même à l'acte. On se pose tant de questions sur ça, donc on en parlera. On parlera sur la gestion du stress. On nous parlera déjà la semaine prochaine du recrutement et de la posture. Mais le stress également, est-ce un avantage, un désavantage? Comment gérer son stress? On parlera du cyberusage. Donc aujourd'hui, on a plusieurs jeunes, plusieurs étudiants qui restent connectés jusqu'à très tard et qui restent sur les écrans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se détacher des écrans? Aujourd'hui, tout commence à basculer un peu en ligne. On a le webinaire en ligne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire ces temps de connexion, ces temps d'écran? Et on parlera également de l'équilibre alimentaire. On ne se rend vraiment pas compte, mais aujourd'hui, même pour être un bon professionnel, pour éviter de prendre du poids énormément quand on devient professionnel, il faut savoir équilibrer son alimentation, manger 5 fruits et légumes par jour, manger bouger.com, toutes ces choses-là, on va en parler et lors de l'Agora. Donc, je vous demanderai donc de garder la même dynamique déjà pour la semaine prochaine avec le webinaire qui portera sur la posture lors de recrutement, mais également lors de l'Agora. Et pour parler de l'Agora, donc de manière plus pratique, il y a des inscriptions à faire. Les inscriptions nous permettront donc de pouvoir vous répartir par atelier, comme on a parlé de l'atelier en termes de famille de métier. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous suivre sur nos pages et à vous inscrire. Et comme il m'a été remonté, il y avait certaines personnes qui pensaient que l'inscription était payante. Non, c'est tout à fait gratuit et pris en charge par le collectif et ses partenaires. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire et à partager l'information à vos amis, que vous soyez sur place en Île-de-France ou dans les provinces. N'hésitez vraiment pas, si vous avez un besoin qui concerne peut-être le logement ou peut-être la mobilité sur place, on pourra tout vous indiquer. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et l'adresse, c'est donc dans le 20e, 44 rue Louis Lumière, donc à la résidence internationale de Paris. Donc, n'hésitez vraiment pas à partager l'information. Je mettrai le lien d'inscription dans les chats. Donc, merci beaucoup. Super.
Merci beaucoup à toi, Pacifique Kayumba. Je rappelle encore une fois que c'est le coordonnateur actuel du collectif des étudiants congolais de France, avec qui nous sommes partenaires et avec qui nous organisons en tout cas l'Agora étudiante 2022. Je rappelle également que nous aurons notre deuxième voyage, j'espère que vous serez encore plus nombreux qu'aujourd'hui, qui portera sur l'entretien d'embauche, une question de posture, mais pas que. On verra bien avec Sandrine Moulumba et Kevin Doudou qui vont nous faire en tout cas l'honneur d'être les intervenants lors de ce webinaire. Donc moi, je vous dis, je vous souhaite un très bel après-midi, profitez du soleil en tout cas. Et je vous demande également si vous pouvez suivre, je vous propose également de suivre Alumnis sur tous nos réseaux sociaux. Là, vous avez les coordonnées d'Alumnis. N'oubliez pas de vous inscrire pour l'Agora. Et bien évidemment, n'hésitez pas à nous envoyer votre mail via le mail de l'Agora Communication, enfin le mail d'Alumnis communication@alumnis.fr pour que nous puissions vous envoyer le lien de la base de données étudiante. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite un bel après-midi. Au revoir.